de la Marnière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice de l'Institut du capitalisme responsable. Et lorsqu'on vous interroge, qu'est-ce que l'Institut du capitalisme responsable, vous répondez, c'est un centre de recherche. Il cherche quoi? En fait, c'est un centre de recherche appliquée qui a vocation à être un acteur majeur, contributif de l'édification d'un modèle de capitalisme plus responsable que celui que l'on peut connaître, on va dire de part et d'autre, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. C'est-à-dire que plus concrètement, qui prennent en considération les intérêts, les enjeux de l'ensemble des parties prenantes. Alors pourquoi de la recherche appliquée peut-être, hein? Et avec qui? Et avec qui? Alors, on a trois grandes populations avec lesquelles on travaille. On a la population des entreprises au sens large, des organisations entreprises. On a la population du monde de l'investissement. Alors, ça peut être de l'asset manager, de l'asset owners, ou du private equity, ou même du family office. Et puis, on a une autre sphère qui sont les pouvoirs publics, qui sont les régulateurs et les investisseurs. Régulateurs avec la réglementation votée et investisseurs avec la CDC, BPI ou encore l'APE. Donc, on travaille avec ces trois populations. Pourquoi est-ce qu'on souhaite effectuer de la recherche appliquée dans ce domaine? Tout simplement parce qu'on a un vrai sujet sur sur ces enjeux de responsabilité, c'est qu'on a très peu de données quantifiées, de données comparables. Et pour les investisseurs, c'est fondamental. Dans le monde, en réalité, on a trois grands domaines quantifiés. Vous avez le réchauffement climatique avec les émissions de CO2, vous avez la parité avec le nombre de femmes, et puis vous avez ce qu'on appelle le ratio d'équité, c'est-à-dire qui compare l'écart de revenus entre les dirigeants et les salariés. Indépendamment et en dehors de ces trois grandes datas, on n'a pas véritablement de données comparables, quantifiables, d'une structure à une autre. Pour les investisseurs, c'est un vrai sujet. Donc, à l'Institut, nous, ce sur quoi on travaille, c'est précisément sur de la donnée la plus fiable et la plus sincère possible, la plus comparable également, de façon à ce qu'elle soit rendue exploitable par les investisseurs, premièrement, et deuxièmement, et je l'entendais à l'instant, pour qu'on puisse aussi permettre aux organisations de mesurer l'état d'avancement de leur démarche, y compris en matière de raison d'être. On va y revenir. Pourquoi avez-vous également créé un observatoire de la raison d'être? Alors, pour les raisons qui viennent d'être indiquées. C'est-à-dire que 3 ans après la promulgation de la loi qui a autorisé les entreprises, les organisations à élaborer une raison d'être, et pour certaines d'entre elles, à le faire voter dans les statuts, on s'est rendu compte avec Nicole Notat que pour beaucoup, les organisations considéraient que le travail était fait. Et ça a été très très justement souligné, non, le travail n'est pas fait. Le travail commence. Il commence parce qu'il y a tout un système de déploiement. La formaliser, c'est évidemment une étape fondamentale. Et on l'a vu, puisque la FHP a mis 5 ans, ce qui est le délai à peu près raisonnable. C'est tout pour établir une raison. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps de maturation, d'élaboration. C'est tout à fait normal. Mais une fois qu'on l'a formalisé, tout le sujet, je dirais, tout l'enjeu, c'est de la mettre en application. La mettre en musique. Et ça, c'est on l'a vu d'ailleurs à l'instant, et vous l'avez souligné, c'est un chantier colossal. C'est un collectif. C'est un collectif, et c'est un chantier colossal. Donc notre observatoire, en fait, il réunit une dizaine à la fois d'investisseurs et d'organisations qui, ensemble, vont élaborer des guidance, des directives, pour permettre à un très grand nombre d'organisations de savoir comment très concrètement on peut implanter une raison d'être. Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Effectivement, on peut avoir des engagements, mais après les engagements, eh bien, il y a de la data, il y a des objectifs, il y a des indicateurs de pilotage. Comment vous les pilotez? Comment vous les articulez avec le projet stratégique? Comment est-ce que vous l'organisez également avec la structure de rémunération? Enfin, il y a énormément de questions qui découlent de tout ça. Comme vous dites, c'est un chantier. Et dans le secteur de la santé, ici, dans ce secteur-ci, quels sont pour vous les principaux atouts d'une raison d'être? Qu'est-ce que ça change, je dirais? Alors, le premier, et je salue vraiment, et je comprends la fierté qui vient d'être évoquée par rapport à la raison d'être de la FHP. Je crois que c'est la première fédération à avoir élaboré une raison d'être. Alors, chapeau, parce que franchement, c'est pour moi intrinsèque, je dirais, la mission d'une fédération. C'est-à-dire que si une fédération n'est pas là pour formaliser, dessiner
et donner un cap à l'ensemble des adhérents, alors je ne sais pas forcément à quoi sert une fédération. Donc c'est vraiment l'objet intrinsèque d'une fédération, c'est d'être un éclaireur, celui qui guide, celui qui donne une direction. Donc, de ce point de vue-là, chapeau, et j'espère et je forme le vœu que la FHP va entraîner le plus grand nombre de fédérations dans cette voie-là, parce que c'est intrinsèque à sa mission. Comment l'incarner, cette raison d'être? Parce qu'il faut la faire vivre, dites-vous, mais il faut quand même que quelqu'un, moi qui suis collaboratrice, collaborateur, il faut quand même que quelqu'un en face de moi l'incarne, me rappelle, me dise, m'encourage. Alors voilà, c'est le deuxième point, c'est les points de vigilance. Alors moi, je verrais 3 points de vigilance, parce que le secteur de la santé n'est pas exactement un secteur comme un autre. J'y verrais spontanément 3 points de vigilance. D'abord, le premier, ça a été évoqué, c'est quand même la mobilisation du personnel de santé. Je pense que c'est très important dans cette fédération de pouvoir embarquer, je dirais, les collaborateurs de ce secteur dont on sait qu'un immense nombre au moment de la crise de la Covid ont déserté. Ont déserté pour tout un tas de raisons. On sait, on connaît les carences en fait dans les hôpitaux et dans les cliniques. Et là, il y a un enjeu considérable de fédérer, de rassembler, d'enthousiasmer, de donner du sens tout simplement à leur démarche. Ça, je pense que c'est un enjeu, donc un point de vigilance qui est absolument considérable. Le deuxième point de vigilance que je verrais et qui était un peu évoqué tout à l'heure, c'est la relation public-privé. On sait aussi que c'est pas complètement aligné, c'est pas complètement organisé. Le rapport du Sénat, évoqué par la rapport du Sénat l'évoque très clairement d'ailleurs. Et là, je dirais, deuxième enjeu majeur pour la FHP, c'est peut-être d'embarquer aussi le public dans sa démarche. Alors non pas en donnant des leçons, certainement pas, mais en partageant, en expliquant pourquoi est-ce qu'ils y trouvent du sens, pourquoi est-ce qu'ils trouvent de l'intérêt, en quoi ça les fait progresser. En étant exemplaires, en tendant la main, en partageant et avec de l'humilité, évidemment. Donc ça, je vois un deuxième enjeu, c'est peut-être de réparer un peu cette relation public-privé qui, évidemment, a des effets, et des effets négatifs, au final, pour l'ensemble des collaborateurs, mais aussi pour les patients. Et puis le troisième enjeu que j'y vois, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on le sait, le secteur de la santé aujourd'hui est entre les mains du private equity. Et c'est normal, il faut des capitaux. Le private equity travaille sur un horizon de 5 ans avec des objectifs de rendement. Et le point de vigilance que j'y verrais, c'est dans quelle mesure les engagements qui ont été pris, promouvoir, défendre, valoriser, et les 5 engagements, dans quelle mesure, lorsqu'il va s'agir de conduire des arbitrages, dans quelle mesure est-ce que la raison d'être sera prioritaire sur des objectifs ou des engagements strictement financiers, parce que c'est le vrai débat. Il faut un alignement. Il faut un alignement. Et donc, le troisième enjeu majeur que j'y verrais, c'est d'embarquer les private equity dans cette démarche. Et ça n'est pas un petit enjeu, c'est de les embarquer en leur disant qu'au-delà du rendement, de la rentabilité sur un horizon de 5 ans, il y a aussi une démarche de sens, de pérennité, de durabilité, qui est absolument fondamentale pour un secteur comme celui-là en particulier. Vous-même, vous allez accompagner, quand je dis vous-même, votre institut va accompagner la FHP, vous serez à leur côté, vous serez, je dirais, une partie prenante aussi? On sera très heureux, très très heureux de pouvoir continuer à échanger, de pouvoir continuer à dialoguer, peut-être éclairer autant qu'on le pourra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque j'ai reçu cette sollicitation, j'ai été extraordinairement surprise et heureuse de constater qu'une fédération comme la FHP a pris cet engagement fort, lourd, absolument majeur de s'engager dans cette démarche. Et j'espère que les plus de 1000 adhérents, 1030 adhérents de la FHP vont emboîter le pas. Je pense que ce serait un succès, même si ce n'est pas l'objectif de départ, ce serait un succès extraordinaire. Et je le souhaite. Caroline de la Marnière, merci beaucoup. Et ce que vous dites, ce que vous venez de nous dire est vraiment fondamental. Vous nous dites ceci, il va falloir, donc 3 points de vigilance, embarquer l'ensemble des collaboratrices, collaborateurs, réparer, soigner la relation publique-privée, la rendre positive, avec humilité avez-vous dit, et puis enfin, pouvoir aligner également tout le private equity qui doit suivre la raison d'être. Et là, dites-vous, ce sera vraiment un engagement très fort. Merci beaucoup pour votre participation. Et nous examinons, si vous le voulez bien, dans un instant, les 5 engagements, les uns après les autres.